Good evening all, Bonsoir à tous et bienvenue à cette première session de la série sur la prévention de l'obésité infantile du comité du district. Avant de commencer ce soir, nous commençons avec une note un peu triste parce que nous avons perdu 2 Rotariens dans notre district. Est-ce qu'on pourrait avoir une minute de silence pour Claude de Jaham du club du Lamentin en Martinique? Et nous avons aussi perdu Imtiaz de Félicité Charleville de Trinidad et Tobago. Donc, si vous pouvez garder le silence pour ces 2 personnes, de ces 2 Rotariens que nous avons perdus. Thank you all, may their souls Merci à tous et faites qu'ils reposent en paix. Donc ce soir, nous allons saluer la présence de notre gouverneur Leslie. Je sais qu'on prépare la conférence activement. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le district en ce moment. Donc, merci d'être là. Et je suis ravi que vous ayez choisi d'être avec nous ce soir, vous tous. Merci d'être là. Sonia, notre ancienne gouverneure, est là. Tous les leaders de district qui sont présents, bienvenue. Merci à nos présentateurs également. Rosemond Adams, et qui sera présenté un peu plus tard. Je voudrais vous rappeler quelques règles. S'il vous plaît, sélectionnez la langue que vous souhaitez écouter en allant sur l'icône d'interprétation. Vous choisissez l'anglais ou le français. Cette session est enregistrée, donc merci de fermer vos micros. La session sera sur le site du district dans les 48 heures. Donc ceux qui l'ont raté pourront la revoir. Nous aurons une session de questions-réponses de 15 minutes à la fin de la présentation. Donc mettez vos questions dans la fenêtre de chat pour que l'équipe du district puisse les repérer. Mettez-les en majuscule. Ce soir, je suis avec l'équipe de prévention de l'obésité infantile, Virginia, et aussi un autre membre, Charles, notre équipe du district de formation, qui sont là aussi ce soir, nos traducteurs, Vicky et Nathalie, merci pour les francophones, également Sean qui est quelque part dans les coulisses, Lisa aussi, AB et Lia, qui sont nos modérateurs. Je suis Liz Cox du Guyana et je mènerai les débats ce soir. Nous allons avoir Rosemond Adams qui va être présenté, comme je l'ai dit précédemment. C'est un Rotarien de la Caraïbe
il était au Guyana il n'y a pas longtemps et là, il est au Suriname, de ce que j'ai compris. Donc, il est vraiment dans la Caraïbe. how and where we are right now with childhood obesity in the Caribbean. He has some statistics. I know he have quite Il a quelques statistiques à partager avec nous the status of ce soir, where and how far we've gone in ridding où the nous en Caribbean of this sommes scourge. sur ce sujet de We start l'obésité this infantile. evening with the usual inspiring words from our district governor. Leslie, Nous allons commencer par quelques mots de notre gouverneur, Leslie. DG, the frame is yours. Leslie, tu as la parole. A couple of minutes, yes. Merci beaucoup Lise. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette présentation ce soir. Et merci aux anciens gouverneurs qui sont présents ce soir. J'ai vu Lyle et Sonia. Donc, bienvenue. Merci à notre présentateur Rosemond Adams d'être présent. Et merci à vous, chers Rotariens, et les membres du comité du district qui ont mis cette session en place. Les conséquences de l'obésité infantile dans la Caraïbe nous ont été présentées par Virginia l'année dernière. Et c'est Lyle, notre ancien gouverneur, qui a adopté ce programme comme un programme pour le district. Et c'est ce que nous avons fait l'année dernière et que nous continuons cette année. Le comité travaille sur ce sujet depuis 2 ans. Il y a de plus en plus de clubs qui adoptent ce programme. Ça demande de la collaboration entre le comité de la prévention d'obésité infantile et le comité du district vous présente le premier webinaire de cette année sur l'obésité infantile dans la Caraïbe. Donc, nous espérons avoir une soirée enrichissante et comprendre cette crise de l'obésité infantile présentée par le docteur Rosemond Adams. Donc, bienvenue à vous tous. J'ai hâte de voir cette présentation. Merci. Merci beaucoup, Leslie. Pour ceux qui arrivent maintenant, merci de parler doucement parce que nous avons des interprètes qui traduisent derrière. Merci de garder ça en tête. Je voudrais que notre leader dans ce domaine prenne la parole maintenant. Elle a vraiment une passion sur ce sujet. C'est Virginia. Est-ce que tu as quelques mots pour nous? Merci. Merci, Lise. Thank you for inviting, of course, to all the district governors we have in Merci à tous les gouverneurs qui sont présents. Je vais d'abord commencer par remercier l'équipe de formation menée par Lise pour avoir adopté cette idée de partenariat pour ce programme de prévention d'obésité infantile. Leslie nous a permis de commencer. C'est un programme qui est censé être pérenne parce que l'obésité, et spécialement l'obésité infantile, est un programme global. Mais c'est Rosemond qui va en parler plus clairement ce soir. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que nous, en tant que Rotariens, nous pouvons faire la différence. Je ne dis pas une différence, mais nous, en tant que Rotariens, nous pouvons créer la différence en ce qui concerne l'obésité et plus particulièrement l'obésité infantile. Parce que
la nature de notre organisation nous met dans une position où nous pouvons mettre en avant la législation, la politique, mais également, en même temps, nous travaillons aussi proche de la communauté. Nous sommes là avec la communauté. Donc, avec nos projets, nous pouvons mettre en lien ce qui se passe sur le plan législatif et politique et les traduire en activité et en action. Et pour faire ça, nous devons comprendre le problème. Et c'est pour ça que quand j'ai parlé à Lise de mettre l'obésité infantile dans le Rotary, et que pour faire ça, on créera la durabilité et nous allons continuer à le faire. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons trouvé Dr. Rosamond Adams, et qui est un ami personnel, qui est maintenant rotarien. Et je suis ravi de dire que je suis sa marraine. Mais nous devons comprendre pas seulement le problème, mais l'étendue du problème, parce qu'en comprenant l'étendue du problème, ça nous donnera envie de continuer à le mettre dans notre programme et à travailler la prévention de l'obésité infantile. Et j'espère que nous allons pouvoir altérer l'augmentation de ce problème, mais voir une réduction de ce souci. Merci de nous avoir rejoints pour cette activité et j'ai vraiment hâte d'avoir cette session et de nombreuses derrière. Donc, merci pour cette formation et je voudrais aussi dire au nom du district et de l'équipe du district de prévention de l'obésité infantile que Lise est membre de l'équipe, Rosamond est membre de l'équipe et Sharon est membre de l'équipe également. Donc, merci beaucoup à tous, à ton tour, Lise. Merci. Je suis sûr que vous avez reconnu la passion dans la voix de Virginia. Elle est passionnée par la prévention de l'obésité infantile. Elle est passionnée par tous les problèmes de santé publique. Et elle est toujours très occupée. Donc, nous allons continuer et je vais inviter Dr. Sharon de présenter notre intervenante ce soir. Donc, Sharon, merci. Bonsoir, bonsoir à tous. C'est avec un grand plaisir que je présente notre présentateur, Dr. Rosamond Adams. Il est de Saint-Vincent et Grenadines. Il est docteur et il a un master de sciences en santé publique et bioéthique. Il a aussi un master en santé publique. C'est un spécialiste depuis 15 ans. Il a 15 ans d'expérience dans ce secteur au niveau national et international dans le domaine de surveillance des maladies et le système de santé. Il a commencé par travailler pour le ministère de la Santé à Saint-Vincent. Ensuite, il a travaillé comme épidémiologiste pour guider les politiques de santé.
Ensuite, il a travaillé à la Caribbean Health Agency, où il a mis en place un programme de développement et d'évaluation de la santé dans la Caraïbe pour l'Agence caribéenne de santé, pour renforcer leur capacité à répondre aux problèmes de santé publique. Il a aussi travaillé pour lutter contre le sida et il est conseiller à la Pan American Health Organization actuellement. Il est aussi sur le... Il travaille aussi pour la Caribbean Health Organization. Et je vous demande d'accueillir le Dr. Rosamond Adams. Merci beaucoup Sharon. Et bonsoir à tous, chers Rotariens, chers Rotaraxiens. Je vous remercie pour cette invitation. Quand on m'a demandé si je pouvais parler, je ne pouvais pas dire non. Donc j'ai dit oui, j'ai accepté. Et je vais essayer de résumer le problème de l'obésité infantile dans la Caraïbe. Le travail n'est pas d'arrêter l'obésité infantile, mais de la faire descendre à un niveau tellement bas que nous pouvons sauver la santé de nos enfants. Je vais partager mon écran maintenant. Est-ce que vous voyez? Oui, oui. Alors, le thème de ma présentation est l'obésité infantile dans les Caraïbes et mettre de l'huile sur le feu. L'obésité infantile est un problème pour nous. Nous avons déjà un problème présent dans la région et nous voyons une augmentation des maladies non transmissibles. Et donc, cette obésité infantile rajoute des problèmes à la situation que nous avons déjà dans la santé publique dans la région Caraïbe. Comme Sharon a dit, je suis Rosamond Adams et je suis conseiller pour la Caribbean Health Association à Paramaribo, dans le Suriname. Donc, je vais parler tout d'abord du fardeau des maladies non transmissibles dans la Caraïbe. Puis ensuite, nous allons parler de l'obésité et l'obésité infantile dans la Caraïbe. Et puis ensuite, les stratégies de prévention de l'obésité infantile. Et puis enfin, terminer sur comment le projet Rotary peut soutenir la lutte contre l'obésité infantile et les maladies non transmissibles. Dans notre région. Quand nous parlons de maladies non transmissibles, les Caraïbes ont un fardeau déjà important de maladies non transmissibles. Chaque année, 16 000 personnes meurent prématurément à cause de maladies non transmissibles. Nous parlons de gens qui ont entre 30 et 70 ans qui meurent de ces maladies. Et plus de 70% de tous les décès dans la région sont attribués à une maladie non transmissible. Les maladies non transmissibles ou les maladies du monde développé, dans les pays développés, comme dans beaucoup de pays dans la Caraïbe, le fardeau est sur les maladies transmissibles
Nous avons des problèmes de logement, de santé. Donc, nous travaillons beaucoup sur ce type de maladie. Ce n'est pas une question d'affluence, mais dans notre région, les maladies chroniques sont devenues depuis 10-15 ans la cause de l'augmentation de la mortalité. Donc, quand nous parlons de maladies non transmissibles, que j'appelle aussi maladies chroniques, on parle de maladies qui ne se transmettent pas d'une personne à l'autre. Et ces maladies sont de longue durée en général et d'une évolution lente. C'est comme l'hypertension, on peut avoir une tension importante. Ils ne le savent pas forcément. On parle souvent de ces maladies comme des maladies silencieuses. Donc, ils ne savent pas qu'ils l'ont et ça progresse d'année en année jusqu'à des complications et que ça amène d'autres maladies. Donc, quelques types de maladies chroniques sont les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies pulmonaires chroniques, le diabète, les troubles neurologiques, l'arthrite et les maladies musculo-squelettiques. Et ces maladies sont toutes associées à un facteur de risque. Et ces facteurs de risque associés aux maladies non transmissibles, c'est un aspect du comportement personnel ou du mode de vie, une exposition environnementale ou une caractéristique héréditaire associée à une augmentation de la survenue d'une maladie, d'une blessure ou d'un autre problème de santé particulier. Donc, un comportement personnel ou du mode de vie, l'exposition environnementale et même les caractéristiques héréditaires. Les maladies chroniques ne sont pas transmissibles et elles peuvent être modifiables ou non modifiables. Donc, ce facteur peut être modifiable ou non modifiable. Donc, on ne peut rien y faire. Donc, ceux qui sont modifiables peuvent être réduits ou contrôlés par une intervention qui réduit la probabilité de la maladie. Dans le cas du facteur de risque non modifiable, on ne peut rien faire, ce facteur existe, mais vous pouvez faire des choses pour le réduire ou le contrôler par une intervention. L'OMS a priorisé les 4 facteurs suivants, facteurs de risque suivants: l'inactivité physique, le tabagisme, l'alcool et les régimes malsains. Et j'en ai mis 2 en rouge parce que ça, c'est vraiment important quand on parle d'obésité et d'obésité infantile, l'inactivité physique et les régimes malsains. Dans les facteurs de risque non modifiables, nous avons l'âge, nous avons aussi le genre, femme ou homme, ça dépend des maladies qu'on regarde, et votre race peut aussi déterminer un niveau important pour certaines maladies, et puis vos antécédents familiaux. Je voudrais que vous regardiez la mortalité par les maladies non transmissibles en 2019. Nous avons un problème dans notre région, c'est d'avoir les chiffres. C'est vraiment compliqué. Et souvent, les chiffres que nous donnons sont des estimations, parce que avoir les chiffres, c'est des années d'analyse. Donc, avoir des chiffres à jour, c'est compliqué, ça dépend des politiques de santé dans chaque pays. Mais enfin, en 2019, nous avons quand même une image de ce qui se passe dans la Caraïbe concernant ces maladies.
Cette année-là, nous avons eu 69% des morts qui ont été attribuées aux maladies non transmissibles. Et quand vous regardez ces maladies, vous avez souvent des maladies cardiovasculaires, c'est plus de la moitié, 45%. Quand les cancers, c'est presque 20%, le diabète, 10%, les maladies respiratoires, 5%, et les autres maladies, 21%. Je voulais aussi vous montrer ce diagramme qui montre le risque de mort prématurée dû aux 4 principales maladies non transmissibles, donc cancer, diabète, maladie respiratoire chronique. Et ce que ça montre, c'est que le risque dans certains pays de la Caraïbe, la probabilité de mourir d'une de ces maladies est très importante. C'est un des objectifs du développement durable, donc le bien-être à tous les âges. Qui montre le risque de mourir de ces maladies. Et ce que nous voyons, c'est qu'un certain nombre de pays de la Caraïbe sont dans le haut du diagramme avec de hautes probabilités de mourir de ces maladies. Nous voyons Haïti tout en haut à 31%, le Guyana 29%, le Grenade 23%. On a aussi Sainte-Lucie, Antigua, Trinidad et Tobago. Et il y a la Barbade qui n'a que 16% de tout en bas. Je vais aussi vous montrer cette diapo avec la prévalence du surpoids de l'obésité chez les adultes âgés de 18 ans et plus dans la région des Amériques. Donc, ça inclut l'Amérique latine et la Caraïbe. Et on voit que la Caraïbe n'a pas de bons résultats. Si on regarde les points, les bleus, c'est pour les hommes et les oranges, c'est pour les femmes. La prévalence du surpoids est généralement élevée pour les hommes, plus pour les hommes que pour les femmes. Et il y a vraiment une différence entre les pays par rapport à cette prévalence quand on compare les hommes et les femmes. Et quand on regarde la prévalence du surpoids et de l'obésité chez les adolescents âgés de 10 à 19 ans, on voit que les hommes sont moins en surpoids que les femmes, mais que la prévalence est très significative. Quand vous regardez les Bahamas, vous avez 34%, la Barbade 26%, Jamaïque 28%, etc. Donc, l'obésité est un problème et l'obésité infantile est un problème pour nous dans la région. Donc, j'ai mis cette question sur cette diapo. L'obésité est-elle une maladie ou un facteur de risque? Et je pense que la réponse est claire. L'obésité elle-même est une maladie, mais l'obésité est aussi un facteur de risque et peut amener à d'autres maladies chroniques. C'est pour ça que c'est aussi important d'attaquer ce problème d'obésité
infantile et d'obésité en général dans la région. Donc, quand on parle d'obésité, on ne peut pas parler d'obésité sans parler de surpoids. Le surpoids et l'obésité sont définis comme une accumulation anormale ou excessive de graisse qui présente un risque pour la santé. Et comment on mesure l'obésité ou le surpoids? En général, on utilise l'indice de masse corporelle. Quelqu'un peut avoir un indice de masse corporelle important parce qu'il est musclé, par exemple, mais ça donne une indication. La plupart du temps, quand on a un IMCO2 supérieur à 25, on est considéré en surpoids. Et au-dessus de 30, c'est une obésité. Donc, on calcule par rapport à votre taille, votre poids, et vous voyez où vous vous situez, pour savoir si vous êtes dans la norme ou si vous êtes obèse. Comme je vais le dire souvent ce soir, l'obésité infantile est une maladie grave qui touche les enfants et les adolescents. Dans la Caraïbe, il y a une augmentation de l'obésité infantile. Et c'est se produit lorsqu'un enfant est bien au-dessus du poids normal pour son âge et sa taille. Et je voudrais juste mettre ces graphiques pour les regarder rapidement. Ça, ce sont des pays qui ont été choisis au hasard. Et la tendance est quasiment la même pour tous les pays dans la région. On voit la prévalence de l'obésité chez les adultes de 18 ans et plus. Et on a la même tendance chez nos enfants et nos adolescents, où la prévalence existe et où les interventions de public santé, certains pays ont travaillé sur ce sujet ces 10 dernières années. Donc, si vous regardez par exemple Trinidad, on voit une baisse chez les hommes et les femmes et la prévalence descend également, mais on a quand même une prévalence importante de 20% à peu près. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire dans notre région pour faire diminuer l'obésité et l'obésité infantile. L'obésité infantile est une situation complexe. Ce n'est pas un problème facile à attaquer. C'est vraiment très complexe et je suis contente que les clubs Rotary s'en soient emparés. Et ça va rester comme thématique parce que ce n'est pas quelque chose que nous allons régler en 2-3 ans. C'est quelque chose qui demande des actions durables sur plusieurs années. Nous devons continuer à faire diminuer la prévalence de l'obésité infantile pour que l'impact sur la santé et sur nos enfants soit diminué. L'UNICEF, en 2021, a indiqué que 3 enfants et adolescents sur 10 en Amérique latine et dans les Caraïbes sont en surpoids. Et les chiffres de la Caraïbe montrent qu'un enfant sur 3 est obèse. Donc, c'est vraiment une constatation triste. Donc, sur 3 enfants, il y en a un qui est obèse ou en surpoids. Donc, ça met vraiment en avant la question de ce que nous faisons dans la Caraïbe. Pourquoi il y a eu ce changement épidémiologique d'enfants qui étaient
en forme jusqu'à voilà, ce chiffre de 1 sur 3 qui est obèse. Les déterminants de l'obésité infantile sont complexes parce que ce problème est complexe. Nous avons le mode de vie, la génétique et d'autres influences qui mènent à l'obésité infantile dans notre région. Mais en particulier, le mode de vie donc, quand nous regardons l'accessibilité à la disponibilité d'aliments sains, c'est peut-être plus facile de manger des choses qui ne sont pas saines, qui sont plus accessibles. Vous avez les parents qui travaillent et qui n'ont pas le temps de préparer des repas équilibrés. Et quand ils vont à l'école, ils mangent des choses rapides à la restauration. Vous voyez aussi la taille des portions. Les enfants, les parents ne font pas attention à la taille des portions. Ils mangent jusqu'à ce qu'ils soient pleins. L'utilisation de la technologie, nous avons des enfants qui passent de plus en plus de temps devant la télé ou devant l'ordinateur, sur leur téléphone, sur les iPads, et ne font pas d'activité physique. Et nous avons aussi un problème d'espace d'activité physique. Nous devons travailler avec la communauté pour régler ce problème d'espace d'activité physique. On dit aux gens qu'il faut sortir, qu'il faut faire des exercices, mais est-ce qu'il y a de l'espace dans la communauté pour que les enfants puissent faire de l'activité physique? Et s'il y en a, est-ce que ce sont des endroits attrayants et sécurisés? Il y a aussi les déterminants de la génétique, donc bien sûr les gènes et les causes hormonales, et puis dans les autres influences, nous avons l'influence de la publicité, qui montre toute cette nourriture à manger, la pression du marché, du style vous en achetez un, vous en avez un gratuit. Et puis vous avez aussi la pression sociale. Ce qu'on vous donne à l'école, ils le mettent de côté et ils mangent ce que le copain a amené parce que c'est plus attractif. Ils veulent pas prendre la banane que leurs parents leur a donnée et ils vont consommer les choses qui sont plus populaires que les autres enfants mangent. Donc, il faut que nous connaissions ces déterminants de l'obésité infantile pour pouvoir attaquer ce problème et le réduire. L'obésité infantile a des effets psychologiques et physiologiques. On dit souvent que bon, l'enfant va grandir, il va perdre son poids. Et tout ça, ce sont des mythes. Ce qui est vrai, c'est que si l'enfant est obèse à un jeune âge, il a tendance à rester obèse quand il grandit. Les effets peuvent être physiologiques ou psychologiques, comme je disais. L'obésité infantile peut mener au diabète de type 2. Ça peut mener à l'hypertension artérielle et à l'apnée du sommeil. Sur le plan psychologique, ça amène une faible estime de soi. Vous savez comment les enfants peuvent être attaqués à l'école. Vous avez aussi de la discrimination sociale. Les enfants ne sont pas toujours gentils quand ils s'expriment. Ils disent des choses de fois innocemment.
Et dans cette ère des réseaux sociaux, il y a Instagram où on doit avoir un super look. Et quand une personne est obèse, il peut se retrouver insulté sur les réseaux sociaux. Et ça mène à des problèmes d'apprentissage, des problèmes de santé mentale. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut dire qu'on essaye de balayer. L'obésité infantile affecte les enfants. Donc, comment est-ce que nous pouvons agir? On sait que la prévention, c'est mieux que le soin. Donc, c'est très important de nous concentrer sur les stratégies de prévention pour lutter contre l'obésité infantile. Et la façon la plus simple, c'est d'avoir de la prévention primaire. Et ce projet insiste sur la prévention primaire. C'est là qu'on investit dans les projets et c'est là qu'on a le meilleur retour en termes d'investissement. La prévention primaire, c'est sensibiliser, éduquer les parents et les enfants sur les modes de vie sains, de bien manger, de faire de l'activité physique tout au long du cycle de vie, qu'ils aient des activités extrascolaires, qu'ils nagent. Et c'est pas de leur dire de faire ça pour lutter contre l'obésité infantile, mais il faut que ce soit un style de vie et le maintenir pour éviter l'obésité infantile et les maladies non transmissibles. Ensuite, on peut passer à la prévention secondaire. Il y a quelqu'un qui est déjà obèse ou qui est en surpoids et il y a des interventions qui peuvent avoir lieu, qui peuvent arrêter ou ralentir la progression de la maladie. Donc ça, c'est plus que éduquer. Là, il faut vraiment intervenir. On va dans les écoles, on regarde les IMC pour arrêter le progrès de l'obésité. Donc, les interventions, ça peut être que vous avez un programme d'exercice à l'école, d'exercice physique à l'école. Vous avez des interventions où ils mangent de manière saine. Et puis, il y a la prévention tertiaire où il y a quelqu'un qui est déjà obèse et on essaye de prévenir une nouvelle détérioration physique et on essaie de maximiser la qualité de vie de cette personne. Donc, c'est du management de l'obésité que cette personne peut avoir et essayer de renverser l'obésité sur le temps, dans le temps. Donc, la prévention, c'est la meilleure stratégie. C'est le plus simple à faire pour s'occuper de l'obésité infantile. Ça paraît très simple. Et pourquoi on n'y arrive pas? Mais le problème, c'est les déterminants dont j'ai parlé plus tôt sont tellement, tellement forts que ça demande vraiment des actions plus que l'enfant ou les parents ou la famille, mais un processus de société qui doit intervenir si on veut vraiment voir des changements. Donc, le district 70-30 a un projet qui a 3 objectifs. L'objectif 1, c'est d'augmenter la consommation d'eau des écoliers. Ensuite, augmenter les niveaux d'activité physique chez les élèves. Et ensuite, offrir une alimentation plus saine aux élèves. Quand on regarde l'objectif 1, qui est plus d'eau, plus ils boivent d'eau, moins ils boivent de boissons sucrées.
pour que les enfants prennent l'habitude de boire de l'eau lorsqu'ils ont soif et qu'ils consomment moins de boissons sucrées pour qu'ils absorbent moins de calories et qu'il y ait moins de risques de gain de poids. Le deuxième objectif, c'est qu'il y ait plus d'activité physique chez les élèves. Donc, cette approche encourage une plus grande participation des élèves, y compris ceux qui ne sont pas sportifs, et à l'élément de compétition qui doit être introduit. Il y a pas mal de pays dans la Caraïbe qui mettent en place des exercices physiques et qui a des prix que les gens reçoivent pour les inciter à le faire. L'éducation physique chez les enfants doit vraiment être poussée. C'est des choses que les enfants aiment faire. Il y a certains endroits où c'est obligatoire, mais c'est pas obligatoire comme une punition. Mais il faut qu'ils apprécient de le faire et il faut qu'ils comprennent l'importance pour leur santé. Donc, il faut que ce soit une éducation et que ce soit mis dans le programme et pas quelque chose qu'on fait qu'une fois par semaine ou de temps en temps, mais quelque chose qui est fait de manière systématique et que ça devienne une habitude pour que les enfants prennent l'habitude de bouger et de participer à des activités physiques. Et le troisième objectif, c'est une alimentation plus saine aux élèves. Nous avons vu que beaucoup de régimes sont très riches en calories, en en féculents. Il y a beaucoup de snacks dans les écoles. Donc, travailler pour procurer aux écoles des options saines et ça peut nous aider à nous attaquer à ce problème d'obésité infantile. Je voudrais vous montrer cela. C'est les résultats de la prévention de l'obésité infantile dans la Caraïbe, par ce qui a été fait dans la Caraïbe. Les pays qui se sont attaqués à ce problème avec des politiques, des options, des interventions, comme l'augmentation des taxes sur les produits sucrés. Et les pays doivent dire où ils en sont, ce qu'ils ont mis en place. Ceux qui ont mis les choses en place sont avec les pastilles vertes. Et là où ça n'est pas encore mis en place, c'est rouge. Donc, sans même tout analyser, ce qu'on voit surtout qui ressort, c'est le rouge. Donc, dans la Caraïbe, nous faisons très peu en ce qui concerne les interventions pour s'occuper du problème de l'obésité infantile. Donc, ce n'est pas assez. Ça ne suffit pas et nous avons beaucoup, beaucoup de travail à faire. Donc, on vous demande un soutien collectif, pas seulement les parents, mais on a besoin d'une approche multisectorielle. C'est le seul moyen d'accélérer les progrès. Donc, les gouvernements qui travaillent sur les politiques de santé, le secteur privé également, parce qu'il y a beaucoup d'industries qui sont impliquées dans la production de snacks, de boissons sucrées, toutes ces, toutes ces nourritures transformées. Et il doit y avoir des interventions, des discussions sur l'obésité. Les organisations doivent s'y mettre, les clubs services, les familles, les communautés. Tout le monde doit faire partie de cette discussion et du dialogue pour faire partie de projets et d'actions pour réduire l'obésité infantile. C'est le moment d'agir maintenant. Nous avons mis des choses en place déjà dans notre projet, mais il y a encore beaucoup de travail à faire
pour nous occuper de ce problème d'obésité infantile dans notre région. Il y a un problème de modification du comportement dans les paramètres, mais ça a prouvé que c'est pas ça qui fonctionne. Ce que nous devons faire, c'est changer l'environnement pour améliorer le comportement. Donc, ce projet se concentre beaucoup sur l'environnement scolaire. On veut des changements dans l'environnement scolaire avec des snacks plus équilibrés, augmenter l'activité physique, encourager l'utilisation de bouteilles d'eau. Au lieu de dire aux gens, vous devez manger plus sainement, vous devez faire des activités physiques, on doit mettre en place un environnement pour que l'enfant puisse améliorer son comportement et le changer. Ce serait plus efficace. Donc, je vous remercie. C'était ma présentation ce soir et je suis à l'écoute de vos questions. Merci. Merci beaucoup. J'ai vraiment aimé la façon dont tu as parlé des maladies non transmissibles pour aller jusqu'à l'obésité. Ça montre vraiment que même si certains pays ne sont pas aussi développés que le monde développé, nous avons quand même ce problème d'obésité. Et je ne pense pas que les fast-foods qui ouvrent partout dans la Caraïbe ne contribuent à tout ça. So my BMI is always like 26. It's not moving. Moi, mon IMC est toujours de 26. J'ai l'impression que l'IMC ne donne pas vraiment une image correcte. On ne sait pas s'il faut arranger son mode de vie. Mais bon, merci beaucoup pour cette présentation. Je ne suis pas certaine d'avoir des questions. On va passer au modérateur. Tout d'abord, merci pour cette présentation fantastique, Dr. Adams. Almost every question I was tempted to ask, I think you covered it Je crois que toutes les questions que j'avais en tête, vous y avez répondu. J'ai juste une question à proposer. J'ai entendu que nous devons nous concentrer sur l'obésité infantile. Qu'est-ce qui serait la bonne suggestion? Disons, nos clubs Rotary, basés sur le programme du comité du district sur la prévention de l'obésité infantile. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Comment voir si nous faisons des progrès en 6 ou 12 mois? Je pense qu'il faut commencer par certains chiffres. Vous pouvez faire des interventions comme ça et espérer que ça fonctionne, mais vous devez mesurer votre succès pour voir que vous réduisez l'obésité infantile. Donc, il faut commencer par avoir les mesures pour savoir exactement d'où vous partez par rapport à l'IMC ou le statut d'obésité infantile chez ces enfants et de manière périodique, 6 mois, 12 mois. Ça dépend de la longueur de l'intervention. Vous vérifiez de nouveau vos indicateurs pour voir si les enfants ont maintenu leur IMC ou ont un poids moins important. Vous avez aussi une sélection d'écoles à faire
Donc, regarder le profil épidémiologique de la communauté et avoir les informations de la clinique locale, par exemple, pour voir l'importance de l'obésité, du diabète dans cette communauté. Si vous avez de hauts niveaux d'obésité chez les adultes, il y a des chances que ce soit la même chose chez les enfants. Parce que si les parents ne mangent pas de manière saine, les enfants ne mangent pas de manière saine non plus. Si les parents ne sont pas actifs physiquement, c'est la même chose pour les enfants. Donc, c'est une façon de déterminer les écoles que vous pouvez sélectionner. Et puis, les communautés qui sont plus pauvres ont moins de connaissances en ce qui concerne la santé publique, ce qu'ils peuvent faire pour éviter ces conditions. Donc, peut-être que vous devriez cibler ce genre de public pour les éduquer sur la nourriture saine, les portions, l'activité physique. Et ce n'est pas que vous allez réduire l'obésité parmi les enfants, mais avoir des enfants qui ne passent pas au surpoids ou à l'obésité. C'est aussi un indicateur positif de ce que vous faites et de la réussite du projet. Merci, merci beaucoup. Nous avons une autre question. Qu'est-ce que vous avez comme suggestion pour le Rotary pour aider la politique sur ce domaine dans la Caraïbe? C'est vraiment une approche multisectorielle sur les maladies non transmissibles dans la région. Souvent, nous avons les pays qui sont encore dans le rouge sur ce domaine. On doit vraiment porter la parole, aborder ce sujet en tant que Rotarien, en tant que club Rotary. On doit vraiment en parler un maximum. On doit vraiment être audacieux et donner des idées au gouvernement de ce qui peut être mis en place et travailler ensemble avec les gouvernements et impliquer le secteur privé également. Il faut leur dire que nous voulons qu'ils soient là aussi, surtout ceux qui contribuent à ces facteurs. Nous avons tendance à les isoler et de mal parler d'eux et de dire qu'ils produisent le sucre et tout ça, mais nous devons les mettre avec nous. Nous devons leur dire que oui, nous savons que vous faites du profit, que c'est un business, mais comment vous pouvez travailler avec nous pour qu'il y ait un marketing responsable et qui ne mette pas les enfants en danger parce que cela affecte les enfants qui sont déjà à risque. Donc vraiment, en parler en tant que club Rotary et aussi avoir des actions de communauté qui peuvent nous aider à montrer que si on met en place de petites actions comme ce projet, ça peut aider à réduire les maladies chroniques et l'obésité infantile. On a une dernière question. Est-ce que vous pensez que l'éducation à la santé pour la famille proposée aux écoles par le CARICOM en 2008 a un impact? Sur ce programme, il y a souvent eu cette question de poser. Il y a eu des discussions sur l'évaluation du programme pour savoir si ce programme était adéquat. C'est vraiment difficile de se concentrer sur ce programme. C'est un des composants
du travail qui peut être fait, parce qu'encore une fois, comme l'éducation physique, c'est une fois par semaine, de temps en temps. Les enfants n'y font pas tellement attention. C'est pas forcément une matière qui est notée. Donc, beaucoup de discussions ont été lancées pour intégrer cela et créer un niveau de prise, prise de conscience, mais aussi les changements dans le mode de vie. Et ce sont les questions que nous, en tant que Rotariens, nous pouvons poser et nous pouvons exiger que ce soit mis en place ou revu dans la politique du pays dans lequel on est. Thanks so much, Rosamond. Merci. Nous avons une autre question. Okay, great. Here we are. Curious to know if J'aimerais savoir si vous connaissez un projet du Rotary qui a réussi en école primaire ou secondaire, un qu'on pourrait avoir comme exemple pour la suite et qu'on pourrait adapter. Virginia, est-ce que tu pourrais répondre à cette question? Des projets qui ont réussi? Oui, merci. Merci de me demander de répondre à cette question. Je ne vais pas y répondre toute seule. Je vais demander de l'aide à Sonia de parler des projets dans les écoles à la Barbade. Nous faisons un bilan des différents projets qui ont été mis en place à la Barbade, mais nous savons que la Barbade est très active sur ce programme. Sonia, est-ce que tu pourras en parler? Oui, merci Virginia. Bonsoir à tous. C'était une très très bonne présentation, Rosamond. Tu as vraiment parlé de tous les sujets. Donc, nous avons tous appris quelque chose ce soir et nous allons continuer le combat. À la Barbade, le Rotary et le Rotaract ont réussi à lancer dans 10 écoles primaires un programme de jardin. Donc, ça leur permet d'avoir de l'argent pour l'école et d'avoir des repas pour l'école. On apprend aux enfants de tous les âges de 4 à 11 ans qui sont très impliqués dans le processus. Ils viennent à l'école le samedi pour s'occuper de la terre, planter les graines et récolter ce qui a grandi, poussé dans ces jardins. On leur apprend aussi pour quelles raisons il faut manger ce qu'on fait pousser. Nous avons aussi un livre dans ce programme et je suis très très contente de ce programme. Et j'ai vu des choses comme ça dans le district, d'autres jardins, pour aider à parler du problème et pour avoir une compensation par rapport aux produits manufacturés. Je voudrais rajouter que Yes, just as a caution that juste dire que quand on regarde ce qui fonctionne bien pour l'obésité infantile, mais comme Sonia l'a dit, adapter un mode de vie sain, c'est aussi très efficace parce que ces gens vont avoir une autre façon de fonctionner, ces enfants vont se mettre à faire de l'activité physique. C'est un effet boule de neige en fait. Les enfants qui le font en parlent aux autres enfants qui font ça plus et ça devient quelque chose de communautaire, comme une norme où ils font ces choses saines
Et ça, c'est un indicateur de succès. Et je voudrais rajouter que ces projets, comme ces projets se passent à l'école, la communauté voit ce qui se passe dans l'école et pose des questions, demande ce qui se passe et viennent pour aider. Donc, on parle des choses et d'autres écoles veulent faire partie de ce programme. Donc, c'est vraiment un effet boule de neige, effectivement. Si on continue à en parler et à le faire tout le temps, même pendant les vacances, même pendant le week-end, on va finir par avoir du changement. Et pour rebondir sur ça, les enfants sont aussi un exemple pour les adultes. Ils apprennent des choses sur la santé et ils en parlent à leurs parents. Ils disent à leurs parents, ben, ça, c'est pas très sain, c'est pas équilibré. Donc, ça amène le changement pour l'obésité infantile et les maladies chroniques. C'est un indicateur du succès, ça aussi. Donc, mesurer le succès, les indicateurs, peut être aussi très complexe, comme vous pouvez le remarquer. Oui, je peux aussi dire qu'au Guyana, nous avons le ministère de l'Éducation qui a un accord pour utiliser le petit manuel Mieux manger et il l'utilise comme une ressource pour le programme de santé. Donc, nous allons dans les écoles pour partager ce livre avec les écoles, avec les enfants et les professeurs. Donc, c'est une façon de faire des choses aussi. C'est un très bon livre. Et on est surpris de voir que les enfants comprennent des choses dans cet ouvrage. Ce sont de petits changements que nous pouvons faire pour avoir un impact important. Conversation intéressante, effectivement. Nous avons une autre question que nous allons combiner. Changer l'environnement et améliorer l'activité physique est un défi. Ne devrions-nous pas nous concentrer sur les infrastructures, comme par exemple le fait d'aller à l'école à vélo? Donc, mettre en place des environnements qui permettent ce changement. Oui, effectivement. Comme j'ai dit dans ma présentation, des fois, il y a des environnements qui sont présents pour l'activité physique, mais ils ne sont pas sécurisés pour qu'on puisse y aller le soir. Donc, je pense que ça va au-delà de l'école parce qu'on ne fait pas seulement du sport à l'école. Il faut avoir cette habitude de bouger. Donc, dans les maisons, dans les communautés, nous devons mettre en place ces environnements sécurisés et attrayants. Donc, ces espaces disponibles pour tous pour l'activité physique. Merci, merci Rosemond. Question suivante. Pourquoi est-ce que les gouvernements dans la Caraïbe sont aussi lents pour les étiquettes alimentaires? La plupart des gouvernements caribéens ont de la ressource par rapport aux taxes. Et si vous commencez à taxer ces industries qui produisent cette nourriture, eh bien, il y aurait moins de taxes et donc il y aura moins d'argent pour le gouvernement dans la région. Nous devons prendre en considération le fait que beaucoup de ces entreprises, ce sont de grosses compagnies et donc
politiquement, elles ont de l'influence. Donc, c'est beaucoup de négociations, beaucoup de discussions, beaucoup de compromis pour arriver à pousser et avoir des étiquettes alimentaires dans la région. Donc, ce ne sont pas seulement les entreprises qui doivent faire ça, mais on doit aussi leur faire comprendre la raison derrière. Si on met ce genre d'étiquette en place, c'est pour s'assurer que les gens soient en bonne santé. Et si vous avez une société en bonne santé, ces gens pourront travailler pour ces compagnies. Donc, c'est toujours compliqué comme problème. Ça fait longtemps qu'on parle de cette histoire d'empaquetage des produits. C'est poussé dans la Caraïbe. Par les entreprises. Mais je pense qu'en maintenant le message, nous allons y arriver. Je suis très confiant sur le fait que nous allons y arriver dans la région. C'est tout pour la fenêtre de chat. Et avant de redonner la parole à Lise, ça ne sert à rien d'avoir les étiquettes si les gens n'arrivent pas à les lire, parce qu'on pourrait tout mettre sur notre nourriture demain et qu'on n'ait pas d'impact. Donc, il faut que les gens soient éduqués sur le sujet pour qu'ils sachent ce qu'ils lisent. Et je pense que de prendre des mesures dans le temps, peut-être que dans 5 ans, on arrivera à obtenir un résultat avec des étiquettes simples qui parlent des calories, des contenus. Mais il peut y avoir des étiquettes très, très compliquées que moi-même, je n'arriverai pas à comprendre. Donc, je pense qu'il faut que nous travaillions aussi sur l'éducation pour qu'ils puissent comprendre ce qu'ils lisent sur ces étiquettes avant de pousser au fait qu'elles soient présentes et que les gens ne puissent pas les lire, en fait. Merci beaucoup, Rosamond. C'est évident que des fois, nous faisons de mauvais choix et il faut essayer de guider les enfants dans la bonne direction. Je pense que certains pays travaillent sur ce problème d'étiquetage. La Jamaïque, par exemple, a une politique dans ce domaine. Je voulais ajouter quelque chose sur ce que Rosamond a dit. Mais je pense que ce serait bien de parler de ce qu'il y a devant sur les boîtes. Et nous avons un exemple efficace depuis le Chili. Nous parlons depuis des années de ce qui serait bien de faire pour informer les gens sur le contenu nutritionnel de la nourriture qu'ils achètent. Donc, nous avons les étiquettes d'un côté, mais nous avons aussi des signes d'attention. Donc, ce qu'il y a dans le produit, c'est composé de quoi, etc., etc. Et puis, dans la Caraïbe, on a voulu mettre des signes qui puissent être compris par les gens. Il ne faut pas oublier que
dans la Caraïbe, on produit notre propre nourriture aussi. Donc, comment est-ce qu'on fait en sorte que ce qu'il y a sur l'étiquette est aussi ce que nous offrons aux gens? Donc, il faut s'assurer que ce qu'on produit est décrit. Et il y a aussi des réactions des producteurs locaux qui n'ont pas de quoi produire les étiquettes. Donc, sans vouloir entrer dans les détails, dans la Caraïbe, ça va lentement par rapport à ça. Ce qui pourrait aller plus vite, ce sont les signes, en fait. Par exemple, au Chili, ils ont fait beaucoup de recherches pour voir ce qui serait la meilleure façon de prévenir quelqu'un sur le contenu de ce qu'il mange. Et comme Rosemont a dit, c'est comme les feux tricolores. L'expérience chilienne, c'est que ils ont juste mis un octogone noir ou blanc qui permet d'attirer l'attention des gens tout de suite. Donc, ça veut dire élevé en gras, élevé en sel, ou des choses comme ça. Donc, l'obésité est un problème complexe, comme l'a rappelé Dr. Rosemont, qui est multifactuel, donc il y a factoriel, donc il y a les finances, la santé, l'industrie, plusieurs secteurs qui sont liés pour tout ce qu'on fait par rapport aux étiquettes. Donc l'importance maintenant, c'est que nous devons faire en sorte de voir si ça marche au Chili, est-ce que ça marchera dans la Caraïbe. En Jamaïque, ils font des recherches qui peuvent montrer que ça marchait là-bas et que ça peut marcher chez nous. Donc, c'est une question de volonté politique maintenant. Il faut que les ministres se mettent ensemble. Et nous, en tant que Rotariens, nous ne mélangeons pas la politique, mais nous pouvons être messagers pour transformer l'information en action. Donc là, maintenant, c'est plus la volonté politique pour que les choses puissent être mises en place. Que ce soit une décision collective. Et quand la décision sera prise, nous pourrons faire quelque chose. Donc oui, ça fonctionne. Quand est-ce qu'on va le mettre en place? Et je pense que le Covid a ralenti un petit peu toutes ces discussions. Le Covid a gêné tous les programmes. Donc maintenant, c'est le moment. Donc nous, en tant que Rotariens, nous pouvons avoir un rôle en tant que messager. Donc si ça fonctionne, faisons-le. Merci beaucoup, Virginia. Il y a effectivement beaucoup de travail au niveau de la Caraïbe pour cette histoire d'étiquetage. Nous n'avons plus d'autres questions. Merci Léa et Abby pour les questions-réponses. Et je ne peux pas terminer sans demander à Lyle de dire quelque chose. C'est lui qui a été à l'origine du début. Et il se dit peut-être pourquoi j'ai commencé tout ça. Donc Lyle, quelques mots. Merci beaucoup, Liz. Dr. Adams, c'était phénoménal. C'était très clair. Et comme Sonia l'a dit, je dois simplement dire merci, merci. Ça a commencé avec Virginia. Virginia avait cette vision et elle m'a persuadé de m'y mettre. Nous avons mis les choses en place. Nous allons faire
un peu d'éducation auprès de nos membres. Nous avons mis en place des programmes. Nous avons eu des webinaires. Nous avons essayé de commencer le processus de partenariat. Et bien sûr, Sonia est arrivée. Elle a changé les choses. Elle s'est impliquée avec Virginia et tous les gens responsables de la santé dans notre région, y compris le ministre de la Santé à la Jamaïque. Un super programme. Nous avons évolué et nous avons notre gouverneur Leslie qui travaille là-dessus aussi et qui a entraîné Lise comme notre formatrice. Et nous essayons de nous éduquer, mais aussi les amis du Rotary. Ça ne doit pas seulement être nous. Donc, nous devons faire passer le message. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Donc, merci pour toutes ces idées formidables et ce programme qui est maintenant inarrêtable. Rien ne va nous arrêter maintenant. Donc, merci Lise. Merci Lyle pour ces mots. On a commencé cette série. Nous avons 2 autres sessions pendant lesquelles nous allons partager avec notre district comment avoir des fonds et se préparer pour une subvention. Vous savez qu'on a besoin d'un village pour élever un enfant. Donc, je voudrais remercier Virginia. Je voudrais remercier la jeune fille du Rotary Club de Paramaribo Central qui a dessiné notre flyer pour la session. Merci beaucoup d'Emma. Comme je dis, on a besoin de plein de monde pour réussir à amener un projet à bout. Donc, merci à tous les gens qui jouent un rôle. Je sais que Sean ne montre pas son visage, mais Sean est toujours là pour nous aider. Merci beaucoup, Sean, pour tes remarques. Et je vais passer la parole à Leslie. Mais je voulais remercier tous les gens qui sont là et la personne qui a dessiné notre flyer. DG Leslie, Thank you. It's your frame to close the session. Thank you all. C'est à toi de fermer la session. Merci. Je trouve que ce que Lyle a dit était très intéressant. Quelle session enrichissante, beaucoup d'informations importantes. C'était vraiment une très bonne présentation. Comme l'a dit Sonia, je pense que vous nous avez éclairé sur ce problème de maladies non transmissibles et d'obésité infantile dans notre district. Nous devons, en tant que Rotariens, mettre en place des projets pour nous attaquer à ce problème dans nos communautés. Ça nous a donné des idées et ça nous a permis d'encourager nos clubs à adopter un programme de prévention de l'obésité infantile. Avec toutes ces informations et très pertinentes, je suis personnellement choqué d'avoir entendu qu'un enfant sur 3 est obèse dans la Caraïbe. Donc, c'est important de le prendre en considération. Et nous, en tant que Rotariens, nous devons continuer ce programme sur l'obésité infantile cette année, l'année prochaine et les années à venir. Comme a dit Virginia, c'est un travail non-stop.
Merci pour cette présentation. Et ça veut dire que le district 70-30 doit se mettre en mouvement contre l'obésité infantile. Merci encore à vous tous pour cette présentation. Merci à notre équipe de formation du district d'avoir collaboré avec le comité mené par Virginia. C'est quelqu'un, Virginia, vous savez, elle insiste pour que les choses soient faites. Et tout ça fonctionne bien pour le district. Nous avons un programme formidable que nous avons initié et nous allons le continuer. Merci au reste du comité pour leur aide, Abby et Lia, d'avoir géré les questions. À tous les participants, merci beaucoup. Merci pour cette session. Et je vais bien sûr remercier Sean pour son travail dans les coulisses qui a permis la réussite de cet événement. Passez une bonne soirée.